כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous et aujourd'hui nous allons entendre un parcours d'Alia comme vous les aimez. Voilà, original, complètement dingue. C'est celui de notre invitée. Elle s'appelle Megan Dreyfus, elle a 28 ans, elle vit en Israël depuis 6 ans, mais elle n'a pas vécu qu'en Israël. Elle a traversé le monde, elle a fait elle a eu différentes activités. Aujourd'hui, elle est, on va dire, impliquée dans une école de développement qui s'appelle Developers Institute. Décidément, j'ai du mal. Mais elle est là pour nous raconter son parcours d'Alia, pourquoi elle est venue en Israël lorsqu'elle avait 22 ans à peine, tout droit sortie d'une école de commerce. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à tout lâcher et à venir vivre ici ? J'ai eu la chance de... Alors, il faut appuyer sur le bouton rouge, ce sera plus simple, voilà. Ça marche. Ouais. J'ai eu la chance de faire mes études dans une université catholique de Lyon. Donc pendant plus de 5 ans, j'étais plutôt écartée du monde juif, du monde religieux. Et ça m'a manqué. J'ai toujours eu un sionisme à la maison. Et c'est vrai qu'à la fin de mes études, avec un diplôme en poche, je me suis dit, ça y est, on est bon, on peut faire son aléa. Mais alors pourquoi étudier dans un institut catholique ? Vous étiez, je crois, la seule juive. C'est ça. En fait, moi, je voulais absolument faire une école de commerce. En France, on n'a pas trop le choix. Soit on fait une prépa, soit on fait une école de commerce post-bac. La seule qui m'a acceptée, c'était cette école à l'Université catholique de Lyon. Donc, je me suis dit, écoute, on y va. C'est la seule chose que j'ai. On donne sa chance au produit. Elle avait des plutôt bons rankings. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas, vous avez même été au Vatican, je crois, où vous avez passé 1 an. Exactement. J'ai étudié 1 an au Vatican. C'est ce qu'on appelle un système Erasmus, un partenariat Erasmus. Comme je parlais italien, ils m'ont dit, voilà, tu vas partir étudier au Vatican. Moi, j'ai dit, c'est chouette, c'est génial, c'est top. Et puis le premier jour, quand j'ai cherché l'école sur Google Maps pour y aller lors de ma rentrée, j'ai compris que j'allais étudier 1 an au Vatican. C'était une petite surprise. Dans le Vatican. Dans le Vatican. C'était incroyable. Incroyable. Pour tous ceux qui demandent, j'ai pas encore trouvé la menorah. Ok, donc j'imagine que c'est une expérience qui a dû vous laisser quand même beaucoup de solitude intérieure. Ça n'a pas dû être facile tous les jours. C'était pas très facile tous les jours, mais j'ai pris le pari fou de trouver des Israéliens avec qui je pouvais vivre à Rome. Comme ça, je me sentais pas trop seule. Donc je vivais en coloc avec des Israéliens. Et la journée, j'allais à la fac, à l'université catholique. C'était très intéressant parce que c'était pour la première fois, ça me donnait l'occasion de rencontrer des gens que j'avais jamais eu l'occasion de rencontrer, que je n'aurais plus jamais l'occasion de rencontrer. Ouais, ça c'est clair, ouais, j'imagine que ça devait être assez saisissant. Alors donc on comprend suite à ça votre désir d'être parmi votre peuple. On va dire ça comme ça, le nôtre d'ailleurs. Et donc vous avez débarqué à Tel Aviv. J'ai débarqué à Tel Aviv avec un stage en poche, en RH. Vous ne parliez pas l'hébreu ? Non, mon objectif, c'était d'apprendre l'hébreu. Alors, c'est vrai que j'ai un petit peu avancé certaines compétences lors de mon entretien. Vous avez menti, dites-le. Hein. J'ai appris par cœur mon entretien d'embauche en hébreu. Je comprenais rien. C'était comme une chanson géante où Shalom, Agnès Mar, Leatzig Tatzmi, Velesaper Ksat Alatar Vivim Sheli. Je ne comprenais absolument rien, mais c'était un texte qui me permettait de me présenter et de dire ce que je pouvais faire. Et ça a marché ? Ça a marché parce qu'en fait, pendant plus de 1 an, mon job était de faire des interviews, d'interviewer un certain nombre de consultants. En hébreu ? En hébreu. Sans connaître l'hébreu, sans maîtriser l'hébreu, sans rien comprendre à l'hébreu. C'était votre façon, vous vous êtes dit, à vous qui étiez un peu, faut bien le dire quand même, doué pour les langues, d'apprendre cette langue quand même assez difficile. Mais c'est un challenge, vous n'avez pas eu peur ? Alors moi, j'ai la chance de pas avoir beaucoup peur et d'avoir... mes parents m'ont toujours appris à être courageuse. Je me suis dit que j'étais capable de le faire, que j'étais pas plus bête qu'une autre. Donc je me suis dit, je me comprends, je me connais aussi, la meilleure façon d'apprendre quelque chose est de se mettre en situation de danger. Et pour moi, c'était une situation de danger. Donc ce que je faisais, c'est que j'avais appris par cœur les questions, les gens me répondaient, j'avais aucune idée de ce qu'ils me disaient. Vous receviez des candidats qui venaient postuler dans votre entreprise. Voilà. Vous leur parliez dans un
en hébreu, mais appris par cœur. Exactement. Ils me répondaient, je ne comprenais pas grand-chose. Au milieu de l'entretien, je leur disais, OK, so now we're going to switch to English. Can you just repeat what you just said, but in English? Okay. Donc, je leur demandais de répéter ce qu'ils disaient, ce qu'ils avaient dit en hébreu de manière, et j'essayais de le relier. Voilà, et ça marchait, c'est comme ça que vous avez appris l'hébreu. Eh ben, c'est magnifique, c'est en tout cas une façon très originale. On n'a pas eu ça encore chez Studio Kalita. C'était rigolo de vous l'entendre raconter. Alors après, qu'est-ce que vous faites? Vous quittez Israël? Alors non, pas encore. Ensuite, j'ai été embauchée par une boîte de marketing qui aimait mon bagou et qui aimait le fait que mon côté un petit peu touche à tout. J'ai travaillé 3 ans pour cette boîte de marketing. C'était une start-up à Tel Aviv, au centre de Tel Aviv. Là, pour le coup, en hébreu, vraiment, quoi. Tout en hébreu. Ça m'a permis de renforcer mon hébreu, renforcer mon anglais et renforcer aussi mes premières notions, je dirais, de code. Au bout de 3 ans, j'ai eu la chance de me faire repérer par Google Irlande. Et là, j'ai eu une proposition d'embauche pour Google en Irlande pour gérer les 3 plus gros comptes de Google qui sont Orange, Bouygues et SFR. Alors, c'était pour les gérer en français ? C'était pour les gérer en français. Ouais. D'accord, donc vous êtes repassé au français, mais en Irlande pour le coup. Exactement. Donc vous avez quitté Israël ? Ouais, c'était dur. C'est quoi ? C'est le secret d'une alia réussie ? Il faut travailler à l'étranger pour que ça marche ? Le secret d'une alia réussie, c'est d'être curieux. D'être curieux et de ne pas refuser les meilleures propositions qu'on vient à vous. Parce que c'est vrai que si vous avez Google, Facebook ou un des gros GAFA, comme on appelle donc les 4 plus grosses startups aujourd'hui dans la tech, donc Google, Amazon, Facebook ou Apple, allez-y 1 an ou 2 et revenez avec ce cohort, revenez avec cette force en Israël. Parce que je peux vous dire que ce sera inestimable en fait. Si vous avez l'opportunité de prendre le meilleur de la tech et de l'importer en Israël ou de le renforcer en Israël, faites-le. Alors, l'Irlande... Il fait froid. Il y a des moutons. Il fait très froid, il y a des moutons et je suis pas forcément fan ni de bière ni de whisky. Ça vous plaît pas? Donc ça me plaisait moins. Il faut savoir aussi que je le savais pas, mais c'est une île qui a seulement 1000 juifs. Donc c'est une communauté qui est très petite et il n'y a pas de magasin cachère. Il n'y a pas de restaurant cachère. Donc moi, j'ai besoin de la communauté pour pouvoir vivre mon judaïsme. Et ça me manquait énormément. Vous êtes rigolote parce que vous n'êtes pas pratiquante. Vous ne mangez pas forcément cachère, oui ou non? Ça dépend des fois. Non, je mange cachère, mais je ne vais pas être chômérée de Shabbat, par exemple, parce que dans la vie que je mène aujourd'hui, ce n'est pas possible. D'accord. Mais pour moi, c'est très important. Ce que j'aime dans le peuple juif, c'est que chacun peut vivre son judaïsme comme il le sent. Et en Israël, je peux vraiment le vivre comme je le veux. Mais en Irlande, c'était plus compliqué. C'était plus compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ensuite, j'ai eu l'opportunité d'aller vers un autre grand de l'high-tech qui s'appelle Criteo. Là, j'ai managé un certain nombre d'équipes en sales. J'ai adoré ça. Des vendeurs, voilà. Voilà, exactement. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de notions à donner. Beaucoup de mes amis faisaient leur alia, avaient des super noms sur leur CV, que ce soit la BNP, que ce soit des banques, que ce soit des grands cabinets de conseil comme McKinsey ou PwC, et puis ils avaient du mal à trouver un job en Israël. Et je me disais, mais c'est pas compliqué en fait, il faut être juste hyper chutzpan, tout simplement. Il faut avoir de l'audace. Pour ceux qui ne comprennent pas encore ce que voilà, veut dire ce mot. Il faut avoir de l'audace et il faut y aller. Il faut être courageux. Alors je me suis dit, on n'a qu'à utiliser toutes les notions que j'ai eu la chance d'apprendre dans ces grandes startups, que ce soit du Google, du Criteo ou même des plus petites startups israéliennes qui ont été pour moi très formatrices. Et on n'a qu'à en faire un programme. Je me suis rendu compte que ce programme correspondait à la meilleure école en fait d'employés de start-up. Donc sans le vouloir vraiment, j'ai créé une école pour employés de start-up. Mais là, pour le coup, cette école, vous l'avez créée à Paris. Exactement, parce que j'ai eu l'opportunité de la créer avec un des plus gros venture capital, donc groupe d'investissement européen qui s'appelle The Family. Cette école s'appelle Lyon. Aujourd'hui, elle existe toujours. On a plus de 1000 étudiants. L'idée est de tout simplement donner un mindset, une façon de pouvoir de donner un mindset de comment on peut
travailler en start-up, quels sont les outils qu'on utilise en start-up, quelle est la mentalité qu'on utilise en start-up et comment on peut utiliser un petit peu tout ce savoir. Il faut savoir que dans cette école, je ne suis pas la prof. Les profs sont en fait les entrepreneurs des meilleures startups qui réussissent. On parle de Uber, on parle de Nestor, on parle des plus grosses startups aujourd'hui du moment sur la scène parisienne. Et ces startups-là vont donner des leçons à un parterre d'étudiants qui ne rêvent que de devenir employés de start-up. Maintenant, j'imagine que lorsque vous avez fait ce pas incroyable, alors, retour arrière pour le coup, mais monter ce projet magnifique, vous pensiez encore à Israël? Évidemment. Pour moi, c'était C'était un tremplin pour vous pour revenir? Oui, c'était un tremplin. Pour moi, Lyon a été une manière de découvrir quels étaient les facteurs clés de succès des startups, que ce soit en France ou en Israël. Je me suis rendu compte qu'en Israël, le mindset, cette façon d'être, tout le monde l'avait. Donc, Lyon n'avait pas raison d'être, étant donné que c'est une école de mindset. Donc, j'ai décidé... Donc, vous n'aviez pas du tout le besoin de créer cette école-là. Vous pensiez que ça n'avait pas sa place de créer cette école Lyon en Israël? J'ai essayé de la créer. J'ai essayé de créer Lion in Zion, parce que pour moi, c'était le nom le plus logique. Ça n'a pas marché parce que, tout simplement, je me suis rendu compte que les Israéliens avaient cette mentalité de start-upper dès la naissance, dès l'école, ou que ce soit même à l'armée. Ils l'ont, et nous, on n'a plus rien à leur inculquer. Les Français ne l'ont pas parce que le système scolaire français... Beaucoup plus policé qu'ici. Exactement, et c'est très concentré aussi le système scolaire français. Je vous parle aussi de master, de licence et de master. On vous apprend à être corporate, on vous apprend à être politique. C'est très important dans un pays qui a plus de 70 millions de personnes. Mais aujourd'hui, en Israël, le plus important, c'est d'être, comme on dit, tachles, droit au but. Concret. Voilà. Okay. Donc, qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour revenir? Donc, j'ai décidé de revenir en me disant que l'éducation, c'est ma passion. Clairement. Je savais que c'était pour moi... Vous en avez plusieurs, je crois. J'en ai plusieurs, ouais. Okay. L'éducation et le transmettre le savoir est une passion. Je donne moi-même des cours de marketing et des cours de coaching car j'ai eu un certain nombre d'épreuves et j'ai pu, grâce à l'éducation que j'ai eue, outrepasser et les surmonter. L'idée, en fait, que j'ai eue, c'était de répondre à un vrai besoin qui est un besoin de 10 000 développeurs aujourd'hui en Israël. Donc je me suis dit, on va allier éducation, mindset, état d'esprit et compétences. Et là, on a créé avec Jérémy Bérébi et Avner Maman Developers Institute, qui est en fait une formation très courte de 3 mois qui permet à n'importe qui en a la motivation, la résilience et la bienveillance de devenir un développeur junior. Voilà, et on aura l'occasion de vous entendre dans une autre émission, parler plus longuement de cette école que vous avez montée. Bon, alors j'imagine que c'est sans regret aujourd'hui. Aucun. Vous avez d'autres projets? Des projets, j'en ai tous les jours, tous les matins. Mon projet, c'est de faire grandir Developers Institute un maximum. Okay. Le vrai projet, la vraie mission statement qu'on a derrière Developers Institute, c'est d'offrir et d'ouvrir les portes du code à n'importe qui, que ce soit les femmes, les Haridis ou les personnes même âgées. Alors, on vous sent justement très féministe. Vous pensez que les femmes ont un avenir, une place dans le monde du code? Les femmes ont clairement un avenir dans le monde du code. Le changement doit venir d'elles. Il ne faut pas attendre le changement de la part de la société. Aujourd'hui, je rencontre malheureusement un certain nombre de femmes qui se mettent elles-mêmes un plafond de verre. Et le plafond de verre, on se le met tout seul. Il faut le casser. Il faut se dire qu'on en est capable parce qu'on en est capable. Aujourd'hui, je recrute un certain nombre... Il y a des prédispositions des femmes à devenir des codeuses, entre guillemets. Clairement. Pour être un bon codeur, il faut être ultra concentré. Il faut avoir l'attention et la passion du détail, mais il faut aussi savoir manager plusieurs tâches en même temps. Je vois toutes les femmes autour de moi. Ma mère est une maître en la matière, est une maîtresse en la matière. Ma mère serait une excellente codeuse. Mais ce que je vois autour de moi... plusieurs choses en même temps, c'est ça? Exactement. On a l'habitude de pouvoir gérer plusieurs choses en même temps. On a l'habitude de pouvoir gérer, de faire attention aux détails. On a cette passion du détail. On a cette passion de regarder. On sait travailler avec minutie. Et aujourd'hui, les principales qualités d'un développeur ou d'une développeur, c'est ça. Donc, les femmes, arrêtez de vous mettre un plafond de verre et inscrivez-vous à des écoles de code. Suivez vos premiers cours sur Internet. Vous allez voir, c'est passionnant.
Bon, alors apparemment, elle est vraiment passionnée par ce qu'elle fait. Vous avez un conseil à donner à peut-être des Olé Khadash déjà arrivés ou sur les starting blocks qui sont un peu stressés, qui ne parlent pas l'hébreu, qui se disent, qui entendent beaucoup de gens qui galèrent, bien qu'il y en a pour qui ça se passe très bien, comme vous par exemple. Mais vous avez un conseil ? Alors, moi, ça se passe très bien aujourd'hui, mais j'ai galéré. Évidemment que j'ai galéré. Le seul conseil que je dirais, c'est croyez en vous et concentrez-vous sur votre passion. Si vous avez une passion, que ce soit l'éducation, que ce soit même des passions qui sont totalement hurluberlu, le cheval, ou voilà, concentrez-vous sur cette passion et regardez comment les outils d'aujourd'hui peuvent améliorer votre profession ou votre passion. Et je peux vous assurer que comme ça, vous allez trouver votre avenir. On oublie les galères comme ça ? Les galères, on les oublie pas, non, on apprend de nos galères. Elles sont formatrices. Elles sont ultra formatrices. Je peux vous dire que moi, j'ai un master, 5 ans en école de commerce, je n'ai rien appris à part des langues. La seule chose que j'ai appris, les meilleures leçons que j'ai apprises viennent de mes galères. Et je suis ultra reconnaissante de les avoir eues. Bon, eh bien, écoutez, pour cette leçon d'optimisme, merci. Bonne chance dans vos entreprises, bonne chance à votre école, votre nouvelle école en français à Tel Aviv. On vous suit et on vous invite quand vous voulez revenir. Avec plaisir. Merci beaucoup, Cathy. Au revoir. Ciao, ciao, bye. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.